Ce que je vais te montrer sur les prix de l'immobilier en France, personne ne te l'explique. En 25 ans, un projet de vie est devenu un projet à vie. Et ce n'est pas arrivé par hasard. Reste jusqu'à la fin, parce que derrière les vitrines d'agences et les annonces en ligne, il y a une mécanique construite, pièce par pièce. Et quand tu la vois, tu comprends pourquoi beaucoup finissent prisonniers. Même sans acheter. Fin des années 90, dans un appartement un peu froid, une famille garde les papiers d'un achat raté des années 90. À l'époque, le marché avait déjà chuté et l'idée même de payer trop cher faisait peur. Puis l'économie redémarre, les écrans d'ordinateur affichent Internet et la France bascule vers l'euro. Dans les bureaux de la Banque centrale européenne, un mot devient obsession. Stabilité. Pour tenir l'inflation, on baisse le coût de l'argent. Dans une agence bancaire, le conseiller glisse un graphique sur la table. Les taux descendent, doucement, puis vite. Ce qui coûtait très cher à emprunter devient soudain accessible. Et quand l'argent devient plus facile, le prix du logement cesse d'être un prix, il devient une mensualité. Au début, la règle est simple, tu peux acheter ce que ton salaire te permet. Puis la règle change, tu peux acheter ce que ta mensualité peut supporter. Alors les banques découvrent un levier discret, la durée. On étire le crédit comme on étire un élastique. 13 ans, puis 20 ans, puis 25 ans. Puis, la même famille, qui ne pouvait pas monter plus haut, se voit proposer un appartement plus grand, sans gagner 1 euro de plus. Sur le papier, tout semble magique. Dans la vraie vie, c'est un moteur de hausse. Dans les villes, les panneaux chantiers reviennent. Grues, béton, affiches de programmes neufs. Et l'État, au lieu de calmer la machine, décide de l'accélérer. Parce qu'après une crise, construire coûte cher politiquement. Alors on invente une idée séduisante, si les particuliers achètent pour louer, le pays construira sans que l'État finance tout. Dans un dossier fiscal, une ligne apparaît, réduction d'impôts. Tu achètes, tu loues, et on te récompense. Pour beaucoup, l'immobilier cesse d'être un foyer. Il devient un produit. Dans les salons, on parle de valeur refuge. Dans les cafés, on parle de la pierre comme d'un réflexe. Dans les dîners, celui qui n'achète pas a l'impression de rater sa vie. Cette pression culturelle est un marketing invisible. Elle transforme la prudence en honte et l'endettement en preuve de sérieux. Et quand une société se raconte qu'un prix ne peut pas baisser, elle fabrique elle-même le plafond qui devient un plancher. Les promoteurs comprennent vite le jeu. Ils ne vendent pas seulement des mètres carrés. Ils vendent une promesse, une retraite, une sécurité, une place dans la classe des gagnants. Ils montrent des cuisines lumineuses, des balcons, des plans propres et des quartiers qui ressemblent à des brochures. Et surtout, ils vendent l'idée que tu n'achètes pas cher, tu investis. Dans les grandes métropoles, la demande s'emballe. Dans les villes moyennes, on construit aussi parfois au mauvais endroit, parce que le terrain est disponible. Le produit se multiplie, mais pas là où la tension est la plus forte. Pendant ce temps, un autre verrou se ferme. Dans les mairies, chaque permis de construire devient une bataille. Les riverains craignent la densité, le bruit, la circulation. Et les élus craignent de perdre leur base. Alors, l'offre avance au ralenti. Plus tu empêches de construire dans les zones désirées, plus le prix de ce qui existe monte. La rareté dicte le prix, même si la qualité ne change pas. Et le foncier, lui, commence à valoir une fortune. À ce moment-là, la machine a déjà plusieurs carburants. Le crédit plus long gonfle la capacité d'achat. Les aides donnent l'impression que l'achat est subventionné. L'offre limitée transforme chaque bien en ticket rare. Quand ces éléments se combinent, les prix montent même si les salaires stagnent. Le marché ne suit plus le travail, il suit le crédit. Si tu veux d'autres enquêtes comme celle-ci, abonne-toi et active la cloche, parce que la suite va te surprendre. Car le système a déjà vécu une scène où tout aurait dû s'écrouler. Et c'est là que tu vois que le prix n'est pas naturel, il est défendu. 2008. Images de banques américaines, écran rouge, visage fermé. En France, les acheteurs se figent, les visites s'annulent, les signatures attendent. Dans les agences, les vitrines restent allumées, mais les téléphones sonnent moins.
Les ventes reculent, les prix respirent un peu. Et là, un choix crucial est fait. Au lieu de laisser le marché se réajuster, on baisse encore le coût de l'argent. L'objectif est d'éviter une récession. L'effet secondaire, c'est de protéger la bulle. Sur le terrain, le message devient clair. Si une crise arrive, on sauvera le crédit. Et si on sauve le crédit, on sauve le prix. Alors, les ménages qui ont peur des marchés financiers retournent vers la pierre. Ils se disent que le mur, au moins, ne disparaît pas. Les investisseurs reviennent aussi, attirés par la stabilité et les réductions d'impôts. La machine redémarre, comme si rien n'avait été appris. Quelques années plus tard, l'argent devient presque gratuit. Dans une simulation de prêt, le taux ressemble à une virgule. Et quand le coût de l'argent devient aussi bas, le prix devient une conséquence, pas une décision. Les ménages enchérissent pour ne pas perdre le bien. Les vendeurs montent le prix parce qu'ils savent que la mensualité reste supportable. C'est un mécanisme classique. Quand tu facilites le paiement, tu peux augmenter le prix sans changer la sensation. Et il y a un détail qui change tout. Le prix affiché sur l'annonce n'est pas le vrai prix. Le vrai prix, c'est le montant que la banque accepte de prêter. Dans ce système, la banque est le guichet d'entrée. Quand elle ouvre, les prix montent. Quand elle ferme, les prix se bloquent. Tu peux appeler ça un marché. Tu peux aussi appeler ça un prix piloté par le crédit. Puis, arrive une couche plus silencieuse. Sur un smartphone, une application propose de louer un appartement à la nuit. Dans les quartiers centraux, la location courte durée devient plus rentable que la location classique. Un propriétaire compare deux chiffres dans sa tête, un loyer mensuel stable ou une suite de nuit plus chère. Et beaucoup basculent. La ville durcit les règles parce que des logements sortent du parc locatif traditionnel. Le logement devient un actif qui circule entre touristes et habitants. Et quand l'offre locative se réduit, la pression monte pour acheter. Tout le monde se renvoie la balle, mais la rareté, elle, gagne. Ensuite arrive la scène la plus étrange. 2020, rue vide, rideau métallique, agence fermée. Sur le papier, c'est le moment parfait pour un crash. Mais les prix tiennent, encore. Parce que le crédit est maintenu et parce que le mythe tient. Même une pandémie ne casse pas une croyance collective si le financement reste en place. Et puis le réveil, enfin. 2022, l'inflation repart et les taux remontent vite. Dans les banques, les règles se durcissent. On exige de l'apport, on calcule au plus serré, on refuse des dossiers. La capacité d'achat baisse, comme si on retirait une cale sous une porte. Le nombre d'acheteurs solvables diminue. Les ventes plongent. Et là, tu te dis que les prix vont s'effondrer. Sauf qu'un dernier verrou s'est refermé, l'offre. Dans la construction, c'est l'hémorragie. Les coûts montent, les chantiers se raréfient, les permis se compliquent. Le pays met moins de logements en chantier et le secteur s'essouffle. Quand l'offre baisse plus vite que la demande, les prix ne s'écroulent pas, ils s'accrochent. La machine ne tourne plus, mais elle ne s'effondre pas non plus. Elle se grippe. Et un système grippé fait payer cher l'immobilité. Maintenant, regarde ce système comme un business. La vente dépend d'un financement, pas seulement d'un désir. Le prix se cache dans la mensualité, pas dans l'annonce. Le récit de sécurité sert de publicité permanente, et la rareté du foncier agit comme un goulot de distribution. Quand tu combines récit fort, distribution limitée et financement facile, tu obtiens un prix qui monte, même sans innovation. C'est là que tu comprends le mot truqué. Pas truqué au sens d'un complot, truqué au sens d'un jeu dont les règles favorisent la hausse. Un jeu où l'aide publique pousse la demande, mais ne libère pas assez l'offre. Un jeu où la rareté transforme chaque bien en compétition. Un jeu où la peur de rater l'achat devient plus forte que la peur de payer trop cher. Et au centre, il y a 3 décisions qui ont fixé la trajectoire. On a rendu le crédit plus facile, en abaissant les taux et en allongeant les durées. On a multiplié les dispositifs qui récompensent l'achat, surtout quand le marché ralentit. Et on a accepté que l'offre reste bloquée
là où les gens veulent vivre, parce que le foncier et les permis sont devenus un pouvoir. Ces décisions ont créé une pente, et une pente est difficile à inverser sans douleur. Alors, même si tu n'achètes jamais, retiens ceci. Aider quelqu'un à payer change le prix plus que tu ne le crois. Rendre un produit rare fait monter son prix, même si sa valeur d'usage n'a pas changé. Et laisser un récit dominer les chiffres peut transformer un marché en religion. La suite, c'est la question qui fait peur. Que se passe-t-il si une génération ne veut plus jouer ce jeu? Si elle préfère la mobilité? Ou si elle refuse de s'endetter sur une vie? Si les vendeurs deviennent plus nombreux que les acheteurs solvables? Dans ce moment-là, le verrou du mythe peut lâcher, ou se renforcer encore. Si tu veux, au prochain épisode, on peut décortiquer la marque qui a accéléré la location courte durée, ou la machine du crédit qui décide qui a le droit d'acheter. Écris en commentaire la prochaine marque ou plateforme que tu veux voir passer au scalpel.